Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La nouvelle loi électorale a été adoptée le 19 avril 2018 à l'Assemblée nationale par une majorité de 93 députés pour 2 contre et 18 abstentions. Cette rélecture de la loi électorale vise, selon les autorités, à garantir la transparence des futures échéances électorales. Nos invités pour débattre de ce sujet, l'honorable Mohamed Ould Sidi Mohamed, membre du RPM, député de la majorité, honorable Seydou Diawara, membre de l'URD, député de l'opposition, Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. On note parmi les innovations la consultation des partis politiques pour la création des bureaux de vote et le remplacement de la carte Nina par la carte d'électeur. Adama Koulibaly est chef de section à la commission loi de l'Assemblée nationale. Il nous parle de cette loi. Écoutons-le. Ce qui a changé fondamentalement, les innovations majeures, entre autres, nous avons la suppression du vote par anticipation des membres des forces armées et des sécurités. Nous avons aussi le choix du nombre de familles comme fondement de l'ordre alphabétique observé pour l'inscription des électeurs sur les listes électorales. Il y a aussi la fixation des nombres minimums d'électeurs que doit comprendre un bureau de vote. Le bureau de vote va de 50 au minimum à 500 électeurs au maximum. Pour la création des bureaux de vote au niveau des communes, au niveau des arrondissements, il a été institué la consultation des partis politiques pour créer les bureaux de vote. Parce que pour créer les bureaux de vote, c'est l'administration qui crée les bureaux de vote. Maintenant, l'administration associe les partis politiques à ce travail. Mais aussi, l'une des innovations aussi majeures de ce projet de loi, c'est la possibilité donnée à l'opposition et à la majorité de proposer des assesseurs dans les bureaux de vote. Alors, vous venez d'entendre ces propos de M. Adama Koulibaly qui nous parle un peu de cette nouvelle loi. Nous allons ouvrir le débat avec vous, M. Sango. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les changements qui ont eu lieu entre l'ancienne et la nouvelle loi électorale? Merci beaucoup. Je salue tous vos auditeurs, tous vos téléspectateurs. Nous, on pense au niveau de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance que la tentative de relecture de cette loi électorale nous a laissé sur notre faim. Parce qu'il y a des questions beaucoup plus importantes qui méritent d'être reliées et nous avons alerté par rapport à ça. Nous avons fait une déclaration quand le projet de loi à l'Assemblée nationale par rapport à la relecture de la loi électorale. Il y a un certain nombre de choses qui étaient là et qui étaient pendant. Quand on prend la suppression du vote par anticipation des forces armées et de sécurité, je rappelle que depuis 2016, avec la loi qui a conduit aux élections communales, et les élections communales qui ont connu d'ailleurs une loi abrogée, une loi en vigueur, nous avons relevé le fait que les forces armées de sécurité ne pouvaient pas voter indépendamment des civils, parce qu'il n'y a pas de fichier électoral distinct pour les forces armées et de sécurité au Mali. Nous avons relevé ça depuis 2016 dans nos déclarations et nous sommes réjouis du fait que nous avons été suivis. Nous avons été suivis aujourd'hui. Le législateur a enlevé cette disposition de la loi électorale pour dire que les forces armées et de sécurité vont voter en même temps que les civils. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de fichier électoral distinct pour les forces armées et de sécurité et de fichiers électoraux distincts pour les civils. Donc le fait que nous avons été suivis nous a réjouis par rapport à la nouvelle loi. Mais toujours par rapport à la nouvelle loi, il y a par rapport à la composition même de la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, qui dit qu'il y a 10 membres désignés par les partis politiques et 5 membres désignés par la société civile. Et dans ce lot, on classe les magistrats parmi la société civile, notamment le syndicat autonome de la magistrature. Et nous avons relevé dernièrement dans notre déclaration que les magistrats ne peuvent pas être de la société civile. C'est un pouvoir judiciaire. Non seulement c'est le pouvoir judiciaire, c'est le troisième pouvoir. Et quand on prend les parties prenantes d'une élection en général, ce qu'on appelle les parties prenantes, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Donc le pouvoir judiciaire ne peut pas être en même temps juge et partie dans un processus électoral. Quand vous prenez par exemple la loi électorale qui a été votée, un total de 21 articles, des articles 115 nouveaux jusqu'aux 135 nouveaux,
consacre une bonne partie aux missions assignées au pouvoir judiciaire, aux juges maliens pour régler le contentieux électoral. Alors, ils sont là pour régler le contentieux électoral. En même temps, ils siègent dans la commission électorale nationale et indépendante pour le suivi, la supervision. Donc, ça fait juge et partie dans la loi électorale. Donc, pour le moment, c'est quelques observations qu'on avait. Et depuis 2013, quand on a observé le processus électoral au Mali, à travers le pôle d'observation électorale citoyenne qu'on a mis en place en 2013, nous avons souhaité qu'il y ait un seul organe de gestion des élections au Mali. Parce qu'actuellement, nous avons 3 organes qui gèrent les élections. Il y a le ministère de l'administration territoriale qui est là pour organiser matériellement et techniquement les élections. Il y a la CENI qui est là pour suivre et superviser. Il y a aussi la DGE qui est là pour éditer les cartes pour le fichier électoral, etc. Donc on a souhaité qu'il y ait un seul organe de gestion des élections parce que cela va amoindrir les fautes. Quand je parle de fautes, en 2013 déjà, on avait souligné le fait que des villages entiers n'ont pas pu voter parce qu'ils n'étaient pas dans le fichier électoral. Alors, la DG dit, nous, les informations qu'on reçoit, on les traite et c'est ce qui ressort. Maintenant, l'administration territoriale dit non, nous, on vous a envoyé tous les dossiers, tous les documents. Bon, entre l'administration territoriale et la DG, ils se jettent la part des choses. Ils disent non, c'est toi le responsable, c'est toi le responsable. Pour éviter des choses comme ça, il faut un seul organe de gestion des élections. Et de 2013 à aujourd'hui, on n'a pas parvenu à faire cela et on n'a pas parvenu à mettre ça dans la loi électorale. Et cela est une insuffisance qu'on a constatée. D'accord. Alors, et vous, M. Diawara, que pensez-vous de cette nouvelle loi? Merci, Mme Togola. Je pense qu'il faut saluer en tout cas les réformes qui ont été introduites dans la loi électorale, même si elles ne sont pas à souhait par l'opposition. Pour l'histoire de cette révision, je pense que ça a été beaucoup suscité par les partis politiques de l'opposition qui avaient saisi les ministres en charge de l'administration, qui à son niveau a constitué un comité d'experts, parti d'opposition, parti de la majorité. Et la majorité a brillé par son absence, en tout cas par rapport à tout le travail technique qui a été fait. Et c'est les cadres du ministère et les partis politiques de l'opposition qui ont fait beaucoup de propositions. Et le regret est que bon nombre de ces propositions n'ont pas été prises en compte dans la version qui a été transmise au niveau de l'Assemblée. Et pour le vote de cette loi, notre groupe a fait plus de 30 propositions d'amendement. Je crois qu'il y a 5 ou 6 qui ont été seulement prises en compte. Le reste, souvent c'est des détails, mais quand même qui sécurisent davantage le processus électoral. Donc ce que je peux dire par rapport à cette réforme, comme l'a dit M. Koulibaly, des innovations majeures qui ont été introduites, il en a cité, mais il faut préciser que par rapport au bulletin de vote, qui doit être dans une série numérotée, et obligatoirement, il y a des cadres réservés au verso de chaque bulletin de vote, qui mentionne le président, qui mentionne l'assesseur désigné par l'opposition, l'assesseur désigné par la majorité, qui ont pouvoir de signer sous le dos de chaque bulletin, avant de remettre le bulletin à l'électeur. Et le bulletin doit indiquer le centre de vote, le bureau de vote, la région, le cercle, l'arrondissement, le consulat ou l'ambassade. C'est des innovations majeures qui ont été introduites au niveau en plus de la suppression du vote par anticipation. Lors du vote de la loi de 2016, c'était un de nos amendements, on a tout fait. Je dis, il est matériellement impossible d'organiser par anticipation le vote des éléments de force, même si ça se fait dans d'autres pays. C'est vraiment des pays qui ont des systèmes électoraux bien organisés, avec un organe central qui s'occupe de la gestion des élections. Nous n'avons pas une telle structure, comme l'a dit M. Sango. En tout cas, c'était le souhait des partis politiques de la majorité, qu'on arrive à fédérer tous ceux qui sont les acteurs en charge de l'organisation des élections en une structure unique. Et ça donne plus de crédibilité, ça donne plus de poids. Parce que souvent, les responsabilités se rejettent entre la CENI, entre la DG, entre les ministères. Souvent, il y a des problèmes qui sont réellement posés. Donc, pour le moment, c'était quelques innovations. Oui. Allez-y. Oui, ok. La nouvelle loi électorale a été votée par une majorité de 93 députés. Quelle a été la position de l'opposition? L'opposition s'est abstenue.
n'ont pas voté contre. Pour la simple raison que beaucoup de ces modifications sont issues du travail qui a été fait par les députés, enfin les cadres de l'opposition, d'abord au niveau du ministère. Je le précise, il y a un bon nombre de propositions d'amélioration qui n'ont pas été prises en compte. Et au niveau du groupe parlementaire à l'Assemblée, nous avons fait des amendements qui ont aussi rejetés. Donc, nous avons préféré nous abstenir de voter la loi. D'accord. Malgré, en tout cas, les quelques améliorations que ça a introduites dans le système électoral. D'accord. Alors, Monsieur Sidi Mohamed, quelle est votre position par rapport à la nouvelle loi électorale? Qu'avez-vous à nous dire sur les changements qui ont eu lieu entre l'ancienne et la nouvelle loi? Bien, merci bien, madame. Moi, je suis Mohamed Sidi Mohamed, député élu à Bounam, membre du groupe parlementaire RPM. Je suis au centre de la commission qui a étudié cette loi au fond. Et je pense, à mon avis, que c'est une très bonne loi parce qu'elle permet vraiment la transparence du vote, parce que désormais, il y a dans chaque bureau de vote, il y a un assesseur désigné par l'opposition et un assesseur désigné par la majorité. Et à la fin des opérations, chaque assesseur aura une copie du procès verbal de déroulement de toutes les opérations électorales. Donc, on ne pourra pas falsifier ni tricher encore les chiffres. D'accord, Monsieur Sidi Mohamed. Mais selon vous, est-ce que vous pensez que le contenu de cette loi est-elle adapté au contexte actuel? Bon, nous supposons que c'est une très bonne loi et que les partis politiques qui ont demandé à ce que cette loi soit révisée, elle a beaucoup d'avantages parce que avant les militaires, nos camarades en uniforme votaient une semaine avant les autres. Et cette fois-ci, ils sont citoyens maliens comme nous tous. Ils vont voter en même temps que nous. Donc, le même jour du scrutin. Et donc, on ne pourra pas dire qu'on a mis à profit leur vote d'une semaine à l'avance pour tel ou tel candidat. D'accord, Monsieur Sidi Mohamed. Et vous, Monsieur Sango, pensez-vous la même chose concernant le contexte dans lequel ça a été adapté? Bon, moi j'avoue que le problème des assesseurs ne me convainc pas. Parce qu'avant, quand il y avait, dans l'ancienne loi, il y a le président du bureau de vote, 4 assesseurs, mais il y avait les délégués des partis politiques. C'est ce qu'on appelle les observateurs partisans. Parce que quand il y a l'organisation des élections dans un bureau de vote ou bien dans un centre de vote, il y a les observateurs non partisans. Ça, c'est de la société civile qui observe, qui regarde si ça va, ça ne va pas. Et puis, il y a les observateurs non partisans qui sont les délégués des partis politiques qui sont dans tous les bureaux de vote, qui sont censés être dans tous les bureaux de vote. Donc, parler de présence d'un assesseur désigné par la majorité ou d'un assesseur désigné par l'opposition comme une avancée dans la loi électorale, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça parce que les délégués des partis politiques avaient la latitude de pouvoir suivre toutes les opérations de vote et à la fin du vote, les résultats étaient affichés. Quand les résultats sortent, immédiatement, ils sont affichés devant les bureaux de vote. Et le délégué du parti politique qui était là pouvait transmettre directement l'information au niveau de son QG. Donc, parler du président des assesseurs comme avancé, nous sommes désolés, nous ne sommes pas en phase avec cela. La seule chose qui a motivé vraiment, à notre sens, la réduction de la loi électorale dans le fond et qui a été suivie, c'est la présence du vote des militaires avant les civils. On avait dit une semaine avant les civils, les militaires vont voter. Mais cela a été corrigé. Donc nous avons fait des recommandations par rapport à ça. Et l'opposition aussi dit qu'ils ont fait des recommandations par rapport à ça. Nous avons été tous suivis. Ça, c'était un bon choix. Mais il y a beaucoup de choses à revoir dans la loi électorale qui n'ont pas été revues. Et on a voulu seulement se cantonner à ces aspects. Je rappelle qu'on a eu la même démarche en 2016, quand il s'agit d'organiser les élections communales. Ça a un mois des élections communales que la nouvelle loi a été promulguée. Et après, il y a eu, pour l'organisation des élections communales, on a vu que tous les partis politiques se sont conformés presque à la nouvelle loi électorale. Et à quelques 2 semaines des élections proprement dites, le ministre de l'administration territoriale a dit que non, ce n'est pas la nouvelle électorale qui est en vigueur, mais c'est l'ancienne loi électorale parce que le collège électoral a été convoqué sur la base de l'ancienne loi électorale. Ça a amené un cafouillage et donc pendant les élections communales, il y a eu 2 lois qui ont servi pour la même élection.
Ce qu'on reproche actuellement, c'est qu'à 6 mois des élections ou à 3 mois des élections, on ne doit pas toucher la loi électorale. On a eu 5 ans pour revoir de fond en comble la loi électorale, pour l'adapter, mais les innovations majeures qui ont été introduites dans cette loi de 2017 concernent plutôt des aspects liés au référendum. Or, cette année, on n'est pas au référendum, on est à l'élection présidentielle et aux élections législatives. Donc, les aspects qui concernent ces élections et toutes les observations faites auparavant par les observateurs de la société civile qui ont dit qu'il faut aller à un organe unique de gestion des élections, qu'il faut revoir la composition de la CENI, tout ça, ça n'a pas été pris, donc on n'a pas d'avancée majeure à notre sens. D'accord. Alors, Monsieur Sidi Mohamed, qu'avez-vous à répondre par rapport aux propos de Monsieur Sango qui dit que... Oui, allez-y. Allez-y. C'est bien M. Sango, non? Oui, c'est bien ça, M. Sango. C'est bien M. Sango. Bien sûr, c'est M. Sango. Hein? Oui, M. Ibrahima Sango. Ah oui, d'accord. Donc, je disais que, bon, son avis, c'est son avis. Mais moi, je suppose que une loi n'est jamais parfaite et pratiquement, c'est l'opposition qui a demandé à ce que la loi soit révisée. Et on a fait ce qu'on fait, c'est sûr qu'il y a toujours des copies, les gens ne seront jamais satisfaits parce qu'une loi, on l'organise un peu selon les moyens. Mais nous estimons quand même que, avec cette loi, elle n'est jamais parfaite, mais elle pourra être corrigée au fur et à mesure. Et la garantie est qu'elle est très sûre quand même que, avec la présence d'un assesseur, y compris les délégués dont il a parlé. La loi dit ça, c'est dans l'ancienne loi même, mais chaque parti a un délégué. Et le délégué est là-bas, l'assesseur, c'est surtout moi, ce que j'ai trouvé très positif et qui permet aux gens de ne pas contester les chiffres, c'est qu'avant on donnait un récépissé. Et la Cour constitutionnelle, qui est le dernier recours pour juger, se base surtout sur le PV de déroulement des opérations. Et cette fois-ci, ce PV-là, il est donné à tout le monde, et à l'opposition, et à la majorité, et il est envoyé à la Cour suprême. Donc, on ne peut pas falsifier les chiffres parce que chaque groupe suit parfaitement le scrutin. Monsieur Sidi Mohamed, selon Monsieur Diawara ici présent, sur les 30 propositions faites pour la nouvelle loi, c'est 5 seulement qui ont été prises en compte. Je n'ai pas bien compris, reprenez. Je dis bien que selon Monsieur Diawara, sur les 30 propositions faites concernant la nouvelle, les 30 amendements faits par rapport à la nouvelle loi, c'est 5 seulement qui ont été prises en compte. Bon, M. Diawara c'est un collègue à nous, c'est un député de l'opposition que je respecte beaucoup, mais en réalité, c'est un problème, c'est que les propositions qu'ils ont faites, quand on les a analysées, il y a surtout des propositions de copies, des X par là, des Y par là, ou bien on a un mot par-ci, c'est par là. Mais pas de proposition de fond. La seule proposition de fond qu'ils ont faite, et que nous avons rejeté à la majorité, c'est le dialogue que les deux derniers candidats puissent faire une confrontation de bilan. Nous avons supposé que dans la Constitution, il n'était pas bon de faire cet aspect parce qu'on ne doit pas obliger les gens. Si eux-mêmes, les finalistes demandent cette confrontation, ben, s'ils leur demandent, on peut y accéder, mais à la mettre dans la loi, nous estimons que c'est un peu brûler un peu la liberté d'expression et la démocratie. D'accord. Monsieur Diawara, oui, allez-y. Bon, je pense que, comme M. Sango l'a dit, les réformes introduites, elles sont vraiment mineures. C'est le minimum qu'on a pu introduire. Et nos différents amendements étaient pour apporter plus de clarté dans la formulation. Dans les fonds, je suis d'accord avec M. Sango. Être à 4 mois pour entamer une relecture d'un texte essentiel comme la loi électorale, je crois que c'est un mépris. En 2016, on a connu les mêmes problèmes. Et cette année encore, c'était à moins de 5 mois. Si on ne votait même pas ce projet à la date indiquée, on serait fort clos même par rapport au calendrier des élections présidentielles. Donc,
et de tout temps, depuis 2016, les partis politiques de l'opposition ont toujours suscité ce débat. Jusqu'à un moment donné, ils ont abandonné les cas de concertation. Donc, ce n'est pas une remise en cause de la loi qui a été votée en 2016. Ce sont des compléments qui ont été juste apportés. Mais par rapport à M. Sango, la présence des assesseurs, elle est importante. Ils sont au même titre que les assesseurs qui sont désignés par l'administration. Dans leur désignation, les partis politiques sont consultés. Ils ont le pouvoir de signer le procès verbal, ils ont le pouvoir de signer au verso des bulletins. Je prends un simple cas. J'ai demandé à un de nos délégués, j'ai dit, vous rentrez dans les bureaux, demandez au président de me donner la série de 4 carnets de bulletins qui seront présents dans les bureaux. Il a refusé. C'est un document public. Si le délégué est là. Pourquoi il a refusé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si on introduit qu'il y a des assesseurs qui ont le pouvoir de signer dans le dos de chaque bulletin, en ce moment, il n'est plus question de les refuser de connaître les numéros de série. Dans un bureau, tout au plus, il y a 4 carnets de 500 ou 5 carnets de 500. C'est là important. L'honorable Oul l'a dit. Les délégués ne recevaient que des récépissés. Et dans les récépissés, souvent, il n'y a même pas les références du bureau de vote du centre. Certainement, c'est dû à la qualité du délégué qu'on envoie, mais les informations données n'étaient pas du tout satisfaisantes. On ne pouvait pas l'opposer à un PV de vote. Mais dès lors que l'assesseur de la majorité et de l'opposition reçoivent copie du procès verbal du bureau, je crois que cela est une avancée majeure. Le fait aussi d'introduire les cartes biométriques en indiquant sur chaque carte ton numéro de vote, le numéro du bureau de vote, le centre de vote, je crois que ça, c'est une amélioration. Au futur, la carte biométrique électorale, c'est pour pouvoir en faire une lecture, en tout cas, utiliser tous les moyens modernes pour assurer la centralisation, la collecte des résultats, l'identification de l'électeur qui vient avec un simple lecteur électronique. On peut identifier l'électeur. On peut vite dénombrer les votes réalisés dans un bureau de vote. En tout cas, on a différentes sources de procéder au comptage. Je crois que c'est une avancée essentielle par rapport à cette loi. D'accord. Et vous, M. Sango, que pensez-vous de ce changement-là de la carte électronique et de la carte NINA à la carte d'électeur? Bon, est-ce que ça a vraiment changé? Parce que les dispositions de la nouvelle loi, à notre sens, prévoient la carte NINA, l'utilisation de la carte NINA jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'on dit que si la carte d'électeur n'est pas disponible, eh bien, la carte NINA va servir de carte pour voter. Là où la carte d'électeur n'a pas été distribuée. C'est-à-dire que si on n'a pas réceptionné la carte d'électeur pour la commune 6, par exemple, le ministre de l'administration territoriale va dire, bon, pour la commune 6, les gens vont toujours voter avec la carte NINA. Sinon, nous, on a salué aussi l'introduction de la carte d'électeur. Mais si c'était une carte d'électeur qui allait venir pour supplanter carrément la carte NINA, c'était bien, parce qu'avec 2 pièces d'état civil pour 2 pièces pour voter, c'est pas toujours commode. On peut faire toujours une utilisation pas rationnelle des 2 cartes. Bon, soit on maintenait la carte NINA qui a fait ses preuves, ou on amène une carte d'électeur. Mais là où se pose le problème de la carte d'électeur, c'est quand est-ce que cette carte d'électeur biométrique sera disponible. Parce que la carte NINA aussi est une carte d'électeur biométrique. C'est une carte biométrique parce que ça comprend les empreintes, les tout. Et c'est comme vous venez de le mentionner, selon la DGE, les dernières cartes seront disponibles à compter du 20 juin. On attend de les avoir parce que c'est des cartes biométriques. Le problème des cartes biométriques, c'est quoi? Ça concerne surtout ce qu'on a appelé les nouveaux majeurs. En 2013, les nouveaux majeurs n'ont pas pu voter. Les nouveaux majeurs, c'est ceux qui venaient d'avoir 18 ans.
Donc en 2013, ils n'ont pas pu voter parce qu'entre-temps, on n'a pas pu prendre leurs empreintes digitales, on n'a pas pu prendre leurs photos et ils étaient versés dans le fichier électoral mais ils n'ont pas pu voter. Ça, c'est déjà en 2013. Et ça continue jusqu'à présent. Tous ceux qu'on appelle les nouveaux majeurs n'ont pas leurs empreintes digitales. Et puis, tout ce qui concerne la biométrie, ils n'ont pas ça dans le fichier électoral, dans les RAVEC, ce qu'on appelle les RAVEC, les rassemblements à vocation d'état civil. Donc, ils n'ont pas été recensés avec les empreintes biométriques parce qu'ils étaient mineurs. Maintenant, ils sont devenus majeurs. Est-ce qu'on a eu le temps de les recenser et pour avoir leurs identités et puis leurs empreintes biométriques et tout ça, et tout ce qu'on parle de biométrie. Maintenant, on va éditer des cartes d'électeurs. Est-ce que c'est avec les nouveaux majeurs aussi? C'est une question qu'on se pose. Est-ce que les nouveaux majeurs sont concernés par ça? Parce que le fait qu'on a changé le système de carte NINA à carte d'électeur, c'est en partie parce que la carte NINA n'a pas pu prendre en compte, la fabrication des cartes NINA n'a pas pu prendre en compte les nouveaux majeurs de 2013 jusqu'à maintenant. Chaque fois qu'on lançait les opérations de recensement des nouveaux majeurs, il y avait peut-être 15%, moins de 20% étaient recensés. Donc ça pose encore le problème de la fiabilité de quelque part du fichier électoral. On dit on va faire des cartes d'électeurs biométriques, on attend de les voir. Sinon, les cartes d'électeurs biométriques ont un avantage comparatif par rapport à la carte NINA, c'est qu'il y a l'identification du centre de vote, l'identification du bureau de vote, et ça, c'est un avantage que la carte NINA n'a pas. Et puis, au dos de la carte d'électeur biométrique, on peut mettre le tampon à voter. Donc, ce qui n'était pas, c'est une disposition qui n'entrait pas la carte NINA. Mais on attend de voir. Ok. Alors, monsieur Sidi Mohamed, qu'avez-vous à nous dire concernant la disponibilité de ces cartes-là, vu que, oui? Selon la DGE, ça doit être disponible à compter du 20 juin. Ce que je voulais ajouter, oui. J'ai suivi le développement de M. Sango, de Diawara, c'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle carte d'électeur. Le ministre, elle fait déjà pratiquement, les équipes pour le point d'impression sont déjà apparues, selon nos renseignements. Et cette carte d'électeur, la carte NINA ne remplace pas la carte d'électeur. Ce qui a été précisé dans la loi, on a dit que dans le cas où le jour du scrutin, vous savez qu'il y a des intempéries, on est dans l'insécurité. Si je prends le cas du cercle du Warou, à supposer qu'il puisse s'agir avec les nouvelles cartes d'électeurs qui sont imprimées. On ne peut pas refuser aux gens de Warou de voter. Il y a un cas de force majeure comme ça. Et dans ce cas de force majeure seulement, que les cartes NINA remplacent les cartes d'électeurs. Mais s'il a été prouvé dans une commune qu'il y a eu la commission de distribution des cartes électorales, que beaucoup de gens ont pris leurs cartes, dans cette commune, vous ne pouvez plus voter avec la carte NINA. Vous ne pouvez voter qu'avec votre carte d'électeur. Allez-y la chercher là où vous devez la prendre. Et nous avons des assurances du Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, du ministre de l'Intérieur qu'on a écouté lorsqu'on votait la loi électorale. Ils ont dit que les cartes seront disponibles avant le 20 juin. Au plus tard, le 20 juin, elles seront directement de l'aéroport, elles vont être envoyées dans les cercles et dans les communes. Et les gens ont jusqu'au 27 juillet pour prendre leur carte. Et le Premier ministre a dit qu'il va faire chemin des journées pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir entrer en possession avec leur carte d'électeur. Mais pensez-vous qu'un mois, c'est suffisant pour la distribution sur toute l'étendue du territoire? Je pense qu'un mois, les gens, je sais que les civistes maliens, les gens n'aiment pas que... En réalité, on fait beaucoup de bruit. Seulement, sinon, en réalité, la plupart des Maliens ne votent pas. S'ils veulent leur carte, ils ne votent pas. Vous connaissez justement le taux des élections. Maintenant, nous supposons qu'un mois, je n'ai pas dit que c'est suffisant, mais ça va faire beaucoup si les gens s'y mettent. C'est les partis politiques qui ne font pas leur travail. Sinon, si les partis politiques mobilisent les militants pour venir prendre leur carte, ça peut suffire, mais c'est ce qui ne se fait pas trop. D'accord. Alors, M. Diawaraoui, allez-y, vous voulez réagir? Oui, bon, je dis par rapport à la carte biométrique. En tout cas, si nous sommes abstenus du vote, cette disposition finale, il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes dans un délai très chargé. Au cas si on avait mis le vote se fera en 2018
avec la carte biométrique au cas où le gouvernement n'arriverait pas à les faire. Donc, les élections ne vont pas se tenir. Donc, il y avait ces risques qui étaient là. Comme il l'a dit, c'est uniquement en 2018, là où il y a un cas de force majeure. Sinon, par rapport à l'utilisation des cartes indigènes de vote, la majorité a toujours dénoncé les impressions supplémentaires qui ont été connues de tout le monde. Mais quel a été le sort de la gestion de ces 900 000 cartes qui ont été reconnues par des observateurs, qui ont été reconnues à partir du fichier de la DGE, ou comment ces 900 000 cartes ont été gérées. Vrai ou faux, le gouvernement devait être en mesure de nous donner la preuve. C'était ça. Personne n'a contesté l'existence de ces 900 000 fichiers. Maintenant, comment elles ont été utilisées? Est-ce que c'est des nouveaux majeurs à qui on a imprimé? Je crois qu'il y a un flou qui est resté là. Et avec les cartes, les nouvelles cartes biométriques, avec l'identification du bureau de vote, du centre de vote, je crois que c'est une avancée. Bon, le Premier ministre l'a donné l'assurance. Tout a été dit, 30 jours pour imprimer, 30 jours pour distribuer. Attendez voir, en tout cas, qui connaît la performance de la gouvernance aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de doutes à ce niveau, mais une nouveauté n'est pas très grande, mais dans les commissions de distribution des cartes, les partis politiques sont représentés. Ils vont désigner des représentants au niveau des commissions chargées de la remise des cartes d'électeurs. C'est ce que je pouvais dire par rapport à l'utilisation. D'accord. Alors vous, M. Sango, qu'avez-vous à ajouter à cela concernant la distribution des cartes d'électeurs? Bon, la distribution des cartes d'électeurs, elle peut se faire, elle peut se faire dans tous les cas si tout le monde s'engage. Mais je rebondis à une préoccupation du député de la majorité par rapport au passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Et nous avons, par le passé, de 2016 jusqu'à 2017, nous avons toujours dit que les cadres de concertation qui existent entre le ministère de l'administration territoriale et les différents partenaires ne sont pas animés à souhait. Et le Premier ministre a dit lors de son passage que le cadre de concertation avec la société civile, par exemple, va être réanimé par le ministère de l'administration territoriale. Nous attendons de voir ça parce que depuis le passage du ministre Abdoulaye Idrissa Menga à l'administration territoriale, c'est lui qui animait vraiment les cadres de concertation avec les partis politiques, avec la société civile, avec les partenaires techniques et financiers. Mais depuis qu'il a quitté le ministère, on n'a plus eu l'animation des cadres de concertation avec les différents acteurs politiques. Et nous pensons que des erreurs qui se dessinent comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas au préalable, en amont, beaucoup de concertation. Et si le député, la majorité dit que les partis politiques n'arrivent pas à mobiliser ou bien que les citoyens ne votent pas, est-ce que quelque part ce n'est pas notre faute commune? Parce que si on attend à 3 mois des échéances électorales pour modifier la loi, et à quelle période on va prendre pour disséminer cette loi électorale, pour que tout le monde sache ce qui est dans la loi électorale? Parce que notre pays, il faut le rappeler, à 90% analphabète, pas, si je dis analphabète, c'est par rapport aux Français. La loi est conçue en français, la loi est promulguée en français, mais le temps de traduire cette loi électorale pour que tous les citoyens savent le contenu de la loi électorale. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de règlements disent on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a dans la loi électorale en réalité qui doit gérer, encadrer les élections? Et beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Donc quel temps il faut prendre pour disséminer la loi électorale, et la sensibilisation des électeurs, la mobilisation, tout ça s'est mis au rabais. Et quand on voit de 2016 aussi à aujourd'hui, tous les cas de concertation pour rédiger la loi électorale, c'est entre seulement les partis politiques et l'administration. Donc les organisations de la société civile qui sont spécialisées sur la question n'ont pas été associées. Nous, notre sens là, on a fait des recommandations, et des recommandations, si les pouvoirs publics arrivent à suivre ces recommandations, nous pensons que le processus peut être encore plus meilleur. Et nous rappelons toujours que les élections, c'est un cycle électoral. Il y a avant, pendant et après. Après 2013, on savait qu'en 2018, il y allait avoir des élections. Donc il fallait suffisamment prendre le temps pour recadrer tout ça, pour revoir la loi électorale de fond en comble avec l'ensemble des parties prenantes, mais ne pas attendre la dernière minute pour le faire.
Mais si on attend la dernière minute pour le faire, ça va mobiliser encore des efforts supplémentaires. Il faut que les partis politiques redoublent d'efforts, il faut que les organisations de la société redoublent d'efforts, il faut qu'il y ait un supplément d'efforts, de ressources matérielles et financières. Donc ça va faire qu'on n'aura pas des meilleures conditions, mais on aura des conditions quand même. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'une de ces manques de communication et de manque de temps, peut-être l'une des conséquences du fait que les cartes d'électeurs ne seront pas peut-être distribuées à temps dans certaines localités? Bon, il y a des risques par rapport aux cartes d'électeurs. Hein. Vous savez, quand on amène les cartes d'électeurs, on dit de l'aéroport d'Expo, ça va aller dans la localité. Mais si les cartes d'électeurs de Kaye se retrouvent à Kidal, ou bien à Taoudena, ou bien à Menaka, comment ramener ça rapidement? Donc il y a vraiment des risques. Il y a des risques. Et je crois que c'est pourquoi dans la nouvelle électorale, l'article 210 a précisé qu'en cas de non-disponibilité des cartes d'électeurs pour cause de force majeure, parce que ça aussi, ça peut être des causes, et la carte NINA tiendra lieu de cartes d'électeurs. Mais encore, faudrait-il que les cartes NINA existent, parce que de 2013 à aujourd'hui, beaucoup ont perdu leur carte NINA, beaucoup ont fait des demandes de carte NINA, ne l'ont pas eu. Donc si les cartes d'électeurs ne sont pas disponibles, et les cartes NINA non plus ne sont pas disponibles, ça va jouer encore sur le processus électoral. D'accord. Tout ça, c'est parce qu'on ne s'est pas pris tôt. Ok. Alors, oui, M. Diawara, oui, allez-y. Oui, bon, ce que je voulais dire, ça, vraiment, je vais dans le même sens que M. Sango, sur les défauts des cas de concertation. Sinon, après les élections de 2013, on a relu la loi de 2016 et on était à la veille des élections communales de 2016. Donc, à 3 mois d'une échéance électorale, c'est toujours sous pression que les gens font. Mais s'il y a un organe de gestion des élections, il y a un ministère en charge des élections, je crois qu'ils doivent planifier tout le travail préparatoire du fichier électoral. Si le cas de concertation est là, on peut prendre beaucoup de préoccupations en charge. Quand on limite la révision des listes à 1 mois, et pour ces mois écoulés, c'est peut-être au niveau de quelques centres où on peut se faire recenser, où souvent c'est des corrections à faire, pas de nouveaux recensements. On doit être en mesure de recenser, d'enrôler les gens à chaque moment. L'État doit pouvoir se donner le moyen de le faire. Si on a la volonté d'introduire plus de transparence, les cartes NINA, ce n'est pas que les élections. En tout cas, chaque détenteur de cartes doit l'utiliser dans tous les domaines de la vie jusqu'à sa mort. Et ça doit beaucoup nous aider dans la gestion publique, en tout cas au Mali, ce qui est important. Il y a une innovation que j'ai oublié d'indiquer, c'est la limitation des transferts. Qu'est-ce qu'on constatait pendant les élections? En 2 tours, on pouvait transférer 10 000 électeurs d'une commune à une autre. Donc maintenant, les transferts ne seront possibles en cas de changement de résidence que si vous résidez dans une commune pendant 6 mois au moins. La seule exception, c'est par rapport aux fonctionnaires nouvellement mutés et aux quelques éléments de forces de sécurité. Sinon, entre 2 tours d'élection, le transfert se faisait n'importe comment et à tout moment et à grande échelle. Entre commune 4 Bamako, commune 2 Bamako, on a vu en 2013 quel était le nombre de transferts. Vous ne pouvez pas imaginer 9 000, 30 000, 10 000 transferts. Est-ce que tout cela est lié à un changement de résidence? Non. Tout à fait. Alors, Monsieur Sidi Mohamed, nous allons parler à présent de la caution pour les candidats à la présidentielle. Elle s'élève à combien dans la nouvelle loi électorale? Bon, la nouvelle loi électorale n'a pas fixé. L'ancienne loi, dans l'ancienne loi, la caution c'est 25 millions. Même. Donc, la caution reste toujours la même? Non, c'était 10 millions en 2013, maintenant c'est 25 millions. Et le parrainage, vous devez avoir 10 députés élus à l'Assemblée nationale ou bien 45 conseillers dans 9 régions du Mali, à raison de 5 conseillers par région. D'accord. Et M. Diawara, que dites-vous de cela? Bon, je crois que la dernière lecture n'a pas touché à cet aspect
C'est dans la loi consacrée en 2016. Et concernant le parrainage, comme il a mentionné? Voilà, pour l'élection du président de la République, les parrainages, la caution a été rehaussée à 25 millions et les conditions de parrainage ont été aussi déterminées. Donc la nouvelle loi ne touche pas au parrainage. D'accord. Et vous, M. Sango, êtes-vous d'accord avec le fait que nous sommes d'accord parce pas touché à cela? Oui. Oui, pour être président de la République, quand même, il faut pouvoir justifier d'une certaine légitimité. Parce que c'est ça le parrainage, que les députés, au moins 10 députés, puissent avoir foi en un homme qui veut prétendre au destiné d'un pays, ou 5 conseillers nationaux par région sur les 45, cela est normal. Et puis le fait de mettre aussi à la hausse le montant de 10 000 à 25 millions, cela aussi nous pensons que c'est normal, parce qu'être président de la République, c'est pas tout le monde qui doit se lever pour dire je vais être président de la République. Il faut quand même moraliser à ce niveau. D'accord. Alors, Monsieur Sidi Mohamed, en quoi cette loi peut-elle contribuer au renforcement de la démocratie selon vous? Bon, nous estimons qu'en rehaussant un peu la question, c'est pour éviter qu'on ait le cas du Sénégal, avoir 45 listes sur les législatives sénégalaises. Vous voyez, peut-être qu'en limitant à 25 et à 10 députés et 45 conseillers, on va pouvoir peut-être limiter le nombre de candidats pour qu'on n'ait pas des gens qui veulent être président pour le plaisir personnel d'être président. Il faut qu'il y ait au moins un soutien du peuple. Et je suppose que déjà ce que j'apprends dans les rumeurs, il paraît qu'on est déjà à 10 candidats malgré tout ça. Et en tout cas 10 personnes déjà déclarées pour être candidats. Et concernant le renforcement de la démocratie? Bon, moi je pense que la démocratie, elle peut être renforcée lorsque le circuit local, mais à ce niveau, c'est un seul poste à mon avis. C'est un seul poste pour l'ensemble de nous, les 15 millions que nous sommes, les 15 millions de Maliens que nous sommes, c'est un seul poste. À ce niveau, on peut être restrictif à mon niveau. Si c'était des élections locales, on n'a pas touché un peu les élections locales. On les a peut-être gardées de la loi pour permettre vraiment aux leaders à la base d'être députés, d'être maire ou conseiller. D'accord. Alors, M. Diawara, vous, que pensez-vous de tout ça concernant la contribution au renforcement de la démocratie? Je pense qu'un système démocratique comme chez nous est appelé à s'améliorer tous les jours avec les pratiques, les difficultés constatées. Et si cette volonté est partagée par le pouvoir, tous les acteurs politiques ou non politiques dans la gestion, je crois que c'est une bonne chose. Elle est toujours perceptible. Et cette loi, elle contribue à ce changement-là? Je crois. C'est une construction, on pose les briques petit à petit, même si ce n'est pas à souhait. En tout cas, il y a toujours une amélioration par rapport à une situation donnée. Pour en revenir à la caution de 25 millions, il faut préciser que cette caution est remboursable à concurrence de 50% pour tous les candidats qui vont obtenir au moins 5% des voix au premier tour de l'élection du président de la République. C'est un détail important à connaître. Oui. En tout cas, tout candidat qui obtiendra 5% va avoir un remboursement de 50% de ces 25 millions qui ont été payés comme caution. D'accord. Et vous, M. Sango? Bien sûr. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, souvent quand on fait de l'observation électorale, on fait des recommandations. Et souvent quand on se rend compte que nous sommes suivis par rapport à nos recommandations, cela nous réjouit et nous fait beaucoup de plaisir. Par exemple, en 2013, nous avons parlé de la participation des femmes. La participation des femmes dans le processus électoral, pour que beaucoup plus de femmes soient dans les instances politiques, dans les instances de décision. Et nous avons vu qu'avec la loi de 2016, cette question a été réglée. Parce que maintenant, tous les partis politiques qui préparent des listes, il faut que le tiers soit constitué de femmes. Les 2 tiers, c'est les hommes, les 2 tiers, des femmes. Donc ça, c'est une grande avancée. Et la grande avancée, c'est même la loi qui a permis cela et qui a fait que ça a été traduit dans la loi électorale. Ensuite, la loi de 2016 aussi, en termes d'avancée, c'est l'article 73 nouveau qui parle de l'arrêt de l'achat des consciences, toute forme de conscience et l'utilisation des biens moindres de l'État pendant la campagne électorale. Donc ça, c'est vraiment avancé. On a vu en 2016 où les gadgets là, ne circulaient pas trop, les chemises, les casquettes, les t-shirts, on a interdit
dit cela un peu, donc cela est bon. Mais nous avons vu que pour cette année, pour 2018, l'opposition n'a pas voté contre la loi, c'est abstenu. Donc ça veut dire que c'est une forme de consensus qui s'est dégagée pour l'organisation des élections de 2018. Mais nous voulons que les partis politiques continuent à mobiliser, à sensibiliser les militants pour qu'on aille vraiment à des élections apaisées. Et là, cela ne passe que par l'adoption d'un code de bonne conduite. Donc nous invitons tout le monde, surtout les partis politiques, à l'adoption d'un code de bonne conduite pour qu'on ait à des élections apaisées au Mali en 2018. D'accord. Merci beaucoup, M. Sango. Cela me fait à ce débat. Malheureusement, le temps nous fait défaut sur la nouvelle loi électorale. Un grand merci à nos invités, honorable Mohamed Ould Sidi Mohamed, membre du RPM, député de la majorité, honorable Seydou Diawara, membre de l'URD et député de l'opposition, Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Mamadi Keita. La régie vidéo est assurée par Peting Diara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.